tous, bienvenue à Entrepreneuriat Lévis, le nouveau mouvement entrepreneurial de la grande région de Lévis. Quel plaisir de vous retrouver dans Go Mon Logo, l'atelier d'image de marque. Donc aujourd'hui, je vois tout plein de visages, de noms familiers aussi, mais je remarque des nouveaux noms parmi vous. Donc, bien heureux de vous accueillir. Soyez tous les bienvenus à cet atelier. Mon nom est Alexis Roger, je suis coach d'affaires, je suis également enseignant en lancement d'entreprise et dans le cadre de l'atelier aujourd'hui, je serai votre hôte et votre humble modérateur. Donc, après un moment de turbulence en raison de la crise qu'on connaît tous, Entrepreneuriat Lévis reprend tout doucement ses activités. Donc, je vous invite à rester connecté à nous via entrepreneurialévis.com ou bien notre page Facebook. Donc, aujourd'hui, tout premier live avec rien de moins que deux entrepreneurs passionnés. Et passionnés, je pense que le mot est faible. Issus du programme Lancement d'une entreprise, vous les avez possiblement vus dans leur capsule vidéo. Deux filles allumées, hautement créatives qu'on aime beaucoup. Donc, je vous les présente Kathleen Bosque de Bosque Partenaire Marketing et Florence Lemay des Productions d'Oz. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation à venir parler d'image de marque aujourd'hui. Mais avant de vous offrir la tribune, les filles, quelques mots sur le déroulement de l'activité aujourd'hui. D'une part, comme vous le constatez, l'atelier est enregistré, donc afin que vous puissiez le réécouter, mais aussi afin qu'on puisse le partager avec les entrepreneurs qui n'ont pas pu se joindre à nous. Mais d'autre part, je vous invite aussi à garder vos micros fermés, s'il vous plaît, en mode muet. En mode muet afin d'éviter les bruits de fond. Mais par contre, je vous encourage à interagir et à poser des questions avec l'outil Converser qu'il y a en bas de page ou en haut de page, dépendamment de votre configuration Zoom. Et je me ferai le plaisir de partager vos interactions avec Kathleen ainsi qu'avec Florence. Donc, certains parmi nous sont possiblement en début de projet, d'autres ont suivi le cours d'image de marque avec moi et préparent leur lancement. Il y en a d'autres qui sont en affaires depuis un moment. Bref, aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour tous, je pense, d'apprendre, de rafraîchir ses connaissances et de s'abreuver de nouveautés avec un duo énergisant. Je suis certain que vous allez adorer l'aventure. Sans plus attendre, mesdames, je vous passe le micro en vous souhaitant tous un bon atelier. Bonjour à tous, ça me fait super plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour parler d'image de marque. En plus, l'image de marque, c'est le bébé, c'est l'essence même du marketing. Moi-même étant une experte marketing, ça me fait plaisir de partager quelques notions avec vous. Juste pour vous donner une petite idée, moi j'ai gradué il y a 11 ans de l'université en administration profil marketing. J'ai été coordonnatrice marketing en entreprise pendant plus de 8 ans. Puis, il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer en affaires pour devenir une partenaire marketing et non simplement une consultante. Donc, je voulais vraiment être une personne qui est engagée et qui est dévouée au sein des entreprises auxquelles je collabore. Donc, j'ai fait le cours lancement des entreprises il y a 2 ans et depuis, je vole mes propres ailes, j'ai des clients, ça va bien. Je collabore aussi au CFP et je rencontre tout plein d'entrepreneurs avec qui je collabore aussi, dont ma collègue d'aujourd'hui, Florence Lemay. Florence? Bonjour, je m'appelle Florence Lemay et je suis copropriétaire avec 2 autres partenaires d'une entreprise qui s'appelle les Productions d'Oz à Lévis. Juste pour vous donner une petite idée de l'historique de c'est quoi les Productions d'Oz, c'est mon père Sylvain Lemay qui a bâti l'entreprise il y a 35 ans déjà. Et au début, on était à 100% dans l'édition d'une maison d'édition musicale, classique. Très connue à l'international, moins au Québec. C'est encore une partie très, très importante de la compagnie. Mais il y a 12 ans, pour optimiser notre machinerie puis se faire connaître au niveau de la clientèle Lévis-Québec, on a décidé de développer le volet impression numérique ici. Et par la suite, j'ai décidé de développer le volet artistique avec du graphisme, d'illustration et de l'art mural. Pour parler un peu de moi, j'ai commencé mon bac en art visuel à l'Université Laval et j'ai terminé ma formation en graphisme par la suite. Pour comprendre les rouages de comment ça marche une entreprise, puis pour développer le volet graphique, j'ai suivi le cours de lancement d'entreprise au CFP Gabriel Rousseau. J'occupe 3 fauteuils au sein de la compagnie. Je suis la gestionnaire principale pour que les 3 volets, donc l'impression numérique, l'édition musicale et le graphisme, tout ça
ça marche tout ensemble. C'est moi qui m'occupe de l'administration et c'est moi qui m'occupe des arts visuels. Donc, ça fait un peu le tour de moi. Je vais laisser la place à Kathleen pour la suite. Voilà, Kathleen. Génial. Donc, pour débuter, ben, je vais faire un survol avec vous des points importants à toucher avant de trouver un nom. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé sur mon ordinateur. avant de commencer à chercher un nom d'entreprise ou un logo. Donc, il y a quand même plusieurs étapes avant ça. Ceux qui ont déjà fait le cours d'image de marque vont s'y retrouver plus facilement. Sans passer par toutes les étapes d'une image de marque, je vais faire un survol avec vous des points les plus importants ou des points que j'ai remarqué que lorsque c'était le temps de trouver un nom d'entreprise lors d'un atelier de branding avec des clients, je me suis aperçue qu'il y avait certains points avant ça qui avaient été négligés. Puis dans ce temps-là, ça rendait la tâche beaucoup plus compliquée. Puis on était souvent obligé de revenir malheureusement à la case départ. Donc, notre processus, tout le monde le voit bien à l'écran. Donc, c'est un processus qui est en 5 étapes pour définir l'identité de son entreprise, donc l'identité de sa marque. On passe par 2 choses au début, la recherche et l'analyse et les stratégies. Dans la recherche et l'analyse, on regarde ce qui nous parle, ce qu'on veut transmettre, ce qui se fait déjà, ce qui se fait pas. C'est un survol. On commence à gratter à gauche, à droite. Au niveau de la stratégie, bien là, on est plus dans qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, comment on va aller toucher les gens, comment on va aller les rejoindre, notre proposition de valeur ajoutée, des choses comme ça, pour vraiment attirer la clientèle. Mais tout ça, ça prend des assises solides et c'est là que le 3e volet, la définition, est un point important, primordial, crucial. Donc, dans la définition, on parle d'histoire, d'historique de l'entreprise, de la mission, de la vision, des valeurs. On va y revenir plus tard. Je sais que je vous apprendrai possiblement rien aujourd'hui à savoir qu'est-ce qu'une mission d'entreprise. Par contre, je sais que je vais peut-être bien vous rentrer entre les 2 oreilles à quel point c'est important d'avoir ça de bien défini avant de bâtir un nom et un logo. Ensuite de ça, on tombe dans le volet créatif. C'est là que notre belle Florence rentre en jeu. Moi, au niveau du nom, je fais des ateliers de branding. Donc, il y a le nom, ensuite, il y a le logo. On peut penser à un slogan aussi ou des petits mots abrégés en dessous du nom d'entreprise, des images, des photographies, une typographie. Tout ça va bâtir vraiment l'image de marque qui va être visuelle. Puis, à la fin, la 5e étape, c'est vraiment au niveau de l'exécution puis des déclinaisons. Donc là, on parle d'outils promotionnels, d'événements, de collaboration, de partenariats, le type de service que vous voulez offrir, plein de choses comme ça. Tout ce que je viens de vous nommer rapidement, tout ça constitue une image de marque. Ne l'oubliez pas, tout ça fait partie de votre image de marque. Florence, peux-tu mettre mon autre diapo, s'il te plaît? Oui. Donc, c'est quoi l'importance d'avoir une bonne image de marque? Tout se joue dans la perception du consommateur. Je pense que je répète ça au moins 10 fois à mes clients quand je fais des ateliers de branding avec eux. Une marque, c'est pas juste un logo ou un nom, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous voulez transmettre à votre clientèle. C'est ça à quoi le consommateur, il va s'attacher. C'est émotionnel, le lien qu'il va y avoir avec votre marque. De là, l'importance de la constance et la continuité. Donc, perception du consommateur, constance et continuité, c'est des mots que je martèle constamment. Pourquoi? Pensez à une marque que vous aimez. Si du jour au lendemain, cette marque-là, elle se met à prendre un nouveau virage, à s'associer avec des causes qui ne vous parlent pas, à s'attarde nouvellement à une nouvelle clientèle plus jeune, ou à mettre des produits sur le marché qui ne vous ressemblent pas, ils font affaire avec, je ne sais pas, certains pays avec lesquels vous avez un conflit peut-être personnel avec eux, que ça ne vous attire pas. Tout ça fait en sorte que vous allez décrocher. Fait que c'est important d'avoir une bonne image de marque constante, puis tout le temps axée sur la continuité. Une bonne image de marque, ça procure quelque chose aux consommateurs, mais ça procure quelque chose aussi aux entrepreneurs. Qu'est-ce que ça peut procurer aux consommateurs? Bien, c'est un sentiment d'appartenance. Ils se reconnaissent dans ce que vous faites, ils ont du respect pour vous, ils ont envie de parler de votre entreprise aux autres. Donc, ça, c'est de la publicité gratuite. Ça leur procure aussi une sensation de bien-être, d'attachement, d'engagement, de confiance.
ça crée de l'engagement. Ça leur procure des fois un certain statut, un certain standing, une connexion émotionnelle pour les plus sensibles. Ça devient une tradition, ça devient même une relation pour eux. Ce que ça procure à l'entrepreneur, donc à vous, à la personne qui est à la tête de l'entreprise, c'est que le sentiment d'appartenance, ben, ça égale une clientèle fidèle. Ça égale aussi des réactions rapides de la communauté. Si vous avez une publicité, si vous lancez un nouveau produit, si vous mettez une publication sur Facebook, les gens vont avoir tendance à interagir rapidement s'ils ont un attachement fort envers votre marque. La notoriété envers la clientèle cible aussi. Ça vous distingue de la compétition. C'est aussi une place que vous prenez sur le marché. Ça favorise la rétention de la main-d'œuvre. Si vous êtes à la recherche de nouveaux employés, vous voulez des candidats de choix. Si votre marque a une bonne réputation, puis que c'est continuel, puis que les gens se reconnaissent facilement là-dedans, vous allez avoir de la bonne main-d'œuvre. C'est votre réputation, puis j'espère pour vous que ce sera une relation à long terme. Mais si c'est constant et continuel, la relation à long terme avec votre clientèle va suivre. Une marque, c'est senti, c'est intangible. C'est ça pour qu'on ait du respect. N'oubliez jamais qu'une marque, là, ça vient du cœur. N'oubliez pas que tout est dans je le répète, la perception du consommateur, la constance et la continuité. Il faut que ça vienne du cœur. Jusqu'à maintenant. Alexis, est-ce qu'on avait des questions qui étaient apparues? Est-ce qu'on avait mentionné aux gens qui pouvaient marquer quelques questions dans le chat ou… J'ai pas de questions pour l'instant, donc les gens, je pense qu'ils sont très attentifs à ce que tu dis. Fait que je t'invite à continuer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez toujours dans le chat, puis je vais me faire le modérateur et puis je vais intervenir à ce moment-là avec Kathleen. Vous êtes les bienvenus. Parfait, merci. Donc, prochaine diapositive, l'identité de la marque et comment la construire. Donc, une identité de la marque, c'est ce que vous êtes. C'est au cœur de toutes les stratégies marketing, donc c'est ça avec quoi je travaille continuellement tous les jours. Donc, il faut d'abord mettre la table, moi je dis. Il faut mettre la table, donc je reviens à ce que je vous ai dit plus tôt. Mission, vision, valeur, historique, culture d'entreprise. L'historique, là, c'est intéressant parce que, n'oubliez pas que les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça se faire raconter des histoires. Les gens, souvent, ils vont être touchés par votre histoire, ils vont se reconnaître dans votre histoire, peu importe, mais ça va les attirer. Votre mission, ça, c'est la raison pour laquelle vous existez. Il ne faut jamais passer à côté de ça. Puis vous allez voir que quand vous allez vous trouver un nom, un slogan, puis même une image, comme un logo qui est relatif à votre nom d'entreprise, bien, peut-être que la mission va ressortir fortement là-dedans. Ensuite de ça, la vision, c'est où est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous voulez devenir, où est-ce que vous vous projetez. Puis les valeurs, là, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi des valeurs, mais des valeurs, attention, bien important, des valeurs d'entreprise. Et à ne pas confondre avec des valeurs propres à l'entrepreneur. Les gens font souvent l'erreur d'aller chercher ce qu'ils aiment eux en tant que personne, d'un niveau très personnel, leurs valeurs à eux, mais de niveau entrepreneurial, il faut penser à l'entreprise. Donc, l'identité d'une marque, c'est savoir où l'on s'en va. Ce qu'on veut dégager, c'est l'ADN de l'entreprise. Moi, je dis à mes clients, c'est les pieux sur quoi tout repose. Prochaine diapositive, ma belle Florence, on va parler du positionnement. Ça, c'est un autre point aussi qu'il ne faut pas passer à côté quand on parle d'image de marque. Donc, notre positionnement, comment vous voulez vous distinguer? C'est quoi votre valeur ajoutée, votre proposition de valeur, votre élément de différenciation? Appelez-le comme vous voulez. Là. Il n'y a personne qui le dit pareil, mais ça va tous dire la même chose. C'est ça qui va vous différencier de la concurrence. C'est primordial. Ça va-tu être votre service, votre savoir-faire, votre audace? Pensez à Red Bull. Red Bull, ils vendent un produit qui craint le monde, mais aussi, ils sont partout les commanditaires de plein d'activités qui sortent du lot. C'est assez audacieux. Ça va-tu être l'expérience client? Ça va-tu être la provenance ultra-locale, qui va devenir une tendance d'ailleurs très, très, très forte dans les prochaines années. Ça va être l'invincibilité. Je ne sais pas si vous regardez Netflix en ce moment. Hein, une des séries que la cosse, c'est The Last Dance. C'est l'histoire des Bulls de Chicago. Dans ce temps-là, Nike avait bâti les souliers, les Air Jordan. Puis, écoutez, ce qu'il y avait derrière ça, c'était vraiment l'invincibilité. Tous les enfants avaient l'impression qu'ils, s'ils s'achetaient des Air Jordan, ils allaient sauter plus haut et ils allaient courir plus vite. C'est-tu le prix imbattable? Pensez à Maxi. Bref, ça peut être n'importe quoi, mais il faut que vous trouviez votre positionnement. Il faut que ça soit clair,
faut que ça soit attrayant, il faut que ça soit unique. Attention, là, je flash en rouge, mais c'est tellement important et je le répète constamment à mes clients, il ne faut pas plaire à tout le monde, mais il faut grandement plaire à sa clientèle cible. Et sa clientèle cible a besoin d'être un bassin immense. Il faut juste bien la définir en fonction de son positionnement, puis c'est à elle qu'il faut plaire. Mais si vous essayez de plaire à tout le monde, vous risquez de plaire à personne. Petit survol de clientèle cible, c'est quoi une clientèle cible? C'est qui vos clients? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leur spécificité, leur comportement d'achat? C'est quoi les problématiques auxquelles vous voulez répondre? Bien, que vous voulez répondre pour eux. Tout ça, c'est des questions que vous devriez répondre avant de commencer à vous tourner vers un nom d'entreprise. Dernier point, Florence, les points de contact. En résumé, les points de contact, des fois, il y a des gens que ça les mêle un peu quand on appelle ça comme ça, c'est l'approche client. Les points de contact, là, ça permet de comprendre comment la marque rencontre ses consommateurs potentiels, puis de repérer les moments où ils sont plus réceptifs. Les points de contact médias via le web ont pris tous les points de contact d'assaut dans les dernières années. Vous le savez, il y a tellement de façons de faire pour attirer des nouveaux clients, surtout via le web. C'est ça qu'on appelle générer des leads. Vous avez sûrement vu ça passer quelques fois. Des bons points de contact, ça va de pair avec votre branding, c'est essentiel. C'est tout ce qui se trouve, un point de contact, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui se trouve entre vous et votre consommateur. Donc, ça peut être des publicités, des brochures, une publication Facebook, une page Instagram, votre site Internet, vos emballages, mais aussi, ça peut être la façon que vous serrez la main à votre clientèle. Ça peut être l'entête de votre soumission. Le message sur votre boîte vocale, votre implication communautaire, tout compte, tout doit être constant. Un autre diapo, ma belle Florence. Ensuite, imaginez-vous donc, après tout ça, on peut commencer à parler d'un nom d'entreprise. Alexis, est-ce qu'il y avait des questions avant que je me lance dans le nom d'entreprise? Oui, effectivement, il y a une question de Lorraine qui est la suivante. Est-ce que le choix d'œuvrer sous son propre nom, au lieu d'en créer un nouveau, enlève de la valeur à l'image de marque? D'opérer sous son nom personnel? Sous son propre nom, c'est ça. Son nom personnel au lieu d'en créer un nouveau. Ah, bien, si ça enlève de la valeur à l'image de marque. Ben, moi, je pense que c'est. Merci, Lorraine, de poser cette question-là, parce qu'écoute, je suis un cas qui peut très bien répondre à cette question-là. Je vais vous donner même un avis personnel à moi, parce que moi, j'ai choisi de m'appeler Bosque, partenaire marketing. Je m'appelle Kathleen Bosque. Bosque, c'est un nom de famille que personne n'a au Québec, à part ma famille à moi. C'est un nom qui est très court. Donc, déjà là, ça respectait quand même certaines bases en termes de nom d'entreprise. Je justifie en disant que c'est partenaire marketing ensuite de ça. Et je ne voulais pas me lancer dans un nom qui était trop éclaté, trop frivole au départ. Je trouvais que ça faisait trop boîte de communication. Peut-être que je n'étais pas prête à ça. Peut-être qu'un jour, je vais me lancer dans d'autres choses. Moi, selon moi, si c'est mon avis personnel, mais si c'est bien justifié, je pense qu'il n'y a rien qui va à l'encontre de ça. En tout cas, c'est sûr que moi, c'est ça que j'ai fait. Mais ça serait ma réponse. C'est bon? Merci, Kathleen. Plaisir. Donc, alors voilà, un bon nom. Mais vous allez voir, j'en reparler un petit peu plus tard des idées de nom. Puis d'ailleurs, il y a le nom du fondateur qui peut être une option. Donc, ensuite, on peut commencer à parler d'un nom. C'est quoi un bon nom? Bien, un nom d'entreprise, c'est important que ce soit court, facile à prononcer, mais surtout facile à se rappeler pour nos clients. Il faut que ça soit accrocheur. Comme j'ai dit plus tôt, ça peut contenir une histoire qu'on se plaît à raconter ou une explication. Tu sais, des fois, on voit des noms d'entreprise et on se dit pourquoi ça s'appelle comme ça, ça? Tu sais, on est curieux de le demander. On est dans un restaurant, on se demande pourquoi ça s'appelle comme ça. On est curieux de demander au serveur ou à la serveuse ou on va aller voir sur Internet dans l'émission pourquoi ça s'appelle comme ça, cette entreprise-là. Ça peut vouloir dire ah oui, ça aussi c'est important. Ça peut vouloir dire tout et rien à la fois. Tu sais, c'est votre branding. Le nom, c'est juste un élément de toute votre image de marque.
Rappelez-vous que c'est un élément du branding, puis pas tout votre branding. Des exemples de base, de catégories de noms, je vais vous en donner quelques-unes, vous allez voir, c'est comme ça qu'on travaille un atelier de branding. Donc, ça peut être un outil ou un appareil qui est utilisé dans votre entreprise, puis ça va devenir le nom de votre entreprise. Ça peut être le nom du fondateur, comme Bosque Partenaire Marketing. Ça peut être un jeu de mots, un acronyme. Toutes les pistes peuvent être bonnes, pardon, tant que ça plaise à l'entrepreneur que vous êtes, mais que surtout, ça parle à votre clientèle cible. Attendez un petit peu. Bon, OK. Ensuite de ça, moi, des fois, ça me plaît bien d'appuyer mon nom, le nom de l'entreprise avec laquelle je travaille par un slogan ou une série de mots que vous allez trouver en dessous. Comme moi, je vous ai dit, moi, ça s'appelle Bosque, partenaire marketing, donc ça justifie. Par contre, ça peut être d'autres choses. Il peut être marqué terroir et savoir. Winners, on gagne à y aller souvent. Maxi, imbattable, point final. Boulangerie Saint-Méthode, on n'y met que du bon. Groupe Calinette pour un travail sans retouche. Nike, just do it. Vous voyez, c'est plein d'exemples comme ça. Puis aussi, les slogans ont aussi comme utilité de raisonner. Souvent, c'est le cas, mais des fois, ça résonne comme une chanson dans la tête des consommateurs. Puis ici, ça vous permet de garder votre entreprise dans leur tête plus longtemps. Donc, c'est là qu'un atelier de branding s'impose pour explorer tous les territoires possibles. Par territoire, on entend. Ça peut être de la nourriture, des super-héros, des couleurs, des valeurs, des outils utilisés dans l'entreprise, des sensations, des numéros. Tout dépend du domaine d'activité dans lequel vous opérez. Je vous donne un exemple. Exemple, je suis un maître brasseur, puis je décide de me partir en affaires pour lancer une ligne de 4-5 bières différentes. Donc, dans mon survol de territoire, par exemple, si dans ma texture du produit, bien, mon entreprise peut s'appeler la licoreuse ou la belle mousse. Dans mon exploration de territoire, si je m'en vais dans le volet outils, des outils qui sont en lien avec la production de mon produit ou en lien avec mon entreprise, bien, ça pourrait s'appeler le baril. Puis la couleur, bien, ça pourrait s'appeler le baril doré. Ensuite de ça, si on fait référence dans nos territoires à un élément incontournable de la bière, quand on veut la consommer, bien, ça pourrait être une pinte. Mais on pourrait rajouter un numéro, 2 pintes ou 3 pintes, comme 3 brasseurs. Vous connaissez 3 brasseurs. Ça pourrait faire allusion à un ingrédient, puis placer un mot devant, comme une histoire doublon. Ou un ingrédient essentiel avec du sensoriel, malt en bouche. Il y a une tonne de possibilités et d'avenues à explorer. Donc, voilà. J'espère que ça vous a éclairé, que ce n'était pas trop chargé, puis que vous allez pouvoir maintenant commencer à travailler votre image de marque. Si vous avez des questions vraiment personnalisées, n'hésitez pas à m'écrire, puis à vous abonner à ma page Facebook, Bosque BOSC, Bosque Partenaire Marketing. Puis avant de lancer la parole à ma belle Florence, Alexis, est-ce qu'il y avait des questions, d'autres questions qui s'étaient lancées sur le chat? J'en ai pas pour l'instant, mais j'ai l'impression que c'est en préparation. On risque de l'avoir après, peut-être dans la période de questions officielles. Pas de souci. Quand même, les gens pourront toujours nous revenir plus tard, que ce soit via nos pages Facebook pour nous poser des questions, ce sera avec plaisir. Mais avant que Florence embarque, j'aimerais ça faire une petite intervention. Je vais faire un retour sur le point de départ quand tu parles de l'importance du mission, vision, valeur, qui sont les assises de la marque. Hein? Oui. On n'en parle jamais assez de ça, l'importance de cette trilogie-là. Puis, je tiens à mentionner encore la citation de Simon Sinek qui dit « Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? » Et ça tient dans cette mission-là qui est très importante. Exact. Donc, il faut garder ça dans le développement de la marque. Puis, je crois que ça vient bien closer ce que tu as entamé avec ça. Cette fameuse trilogie-là qui pose les assises de notre image de marque. Oui, c'est super important. Puis même, un des derniers ateliers de branding que j'ai fait avec un client, on cherchait, on grattait, puis on n'arrivait pas à tourner autour de des territoires où est-ce que ça donnait des résultats satisfaisants, tout ça. Puis là, je sais comment, mais tu sais, au niveau de la mission, puis là, ben, ma mission n'est pas encore tout à fait définie. J'ai dit, attendez, on travaille à l'envers, là. Fait que c'est vraiment important de faire tout ce que je viens de vous dire. Puis après ça, vous allez voir, vous allez en avoir trop des idées.
Donc, Florence, on peut se pencher, on peut se tourner vers toi pour le volet créatif. Merci de votre écoute, tout le monde. Donc, ensemble, on va regarder 4 éléments qui entourent l'image de marque visuelle. Premièrement, c'est l'importance d'avoir un bon logo. Ensuite, c'est quoi une bonne image de marque visuelle? Après ça, on va préparer notre rencontre avec un graphiste. Et finalement, on va regarder les différentes sortes d'impressions numériques qui s'offrent à vous pour sortir du lot puis vous démarquer à travers votre entreprise. Donc, c'est quoi un bon logo? Un logo, si on se rappelle, c'est l'icône, c'est ce qui représente votre entreprise. C'est comme ça qu'on va vous identifier, c'est comme ça qu'on va penser à vous. Donc, un bon logo, il faut qu'il soit professionnel, donc idéalement réalisé avec un professionnel, que ce soit un graphiste ou quelqu'un qui se connaît dans le domaine, mais c'est quand même la première impression. Donc, c'est ça, c'est important. Deuxièmement, que ça soit cohérent avec la mission. Comme a dit Kathleen, c'est l'essence de l'entreprise. On veut que ça représente bien la vision, l'ADN de l'entreprise. Que ça soit unique, donc que ça ressemble pas à la compétition. On essaye que ça soit vraiment unique à vous. Donc, on va pas sur des sites gratuits que plusieurs personnes peuvent avoir le même logo que vous, parce que sinon, ça peut paraître non professionnel si plusieurs entreprises ont le même image que vous. Épuré, pas trop de flafla. On simplifie le logo le plus possible pour qu'on puisse qu'il soit aussi beau gros que tout petit, que ça soit tape à l'œil. Ensuite, on veut qu'il soit mémorable. Pensez à Apple avec d'eau. On se souvient d'eux avec la pomme qui a une croquée dedans, ou McDo avec le gros M. On veut qu'il soit déclinable et adaptable. Donc, déclinable, on veut le logo en blanc, en noir, en couleur, pour pouvoir le mettre sur plein de fonds différents et que ça s'adapte, que ça soit toujours beau. On veut qu'il soit adaptable dans différentes versions. Ça, c'est le graphiste qui est supposé vous donner ça toujours en main avec la version JPEG, PDF, PNG, Illustrator, toutes les versions que vous pourrez utiliser si vous voulez faire des casquettes, une vitrine, Facebook, peu importe, mais que ça soit toujours professionnel. Et dernier élément, vectoriel, donc qu'on puisse l'agrandir au maximum et qu'on ne voit pas les pixels. Donc, on n'utilise jamais une photo d'un logo pour faire nos publicités, car on risque de voir le côté pixelisé. Je vais juste vous montrer un petit... Donc, professionnel, cohérent avec la mission, unique, épuré, mémorable, déclinable, adaptable et vectoriel. Vous voyez en bas, vectoriel, le A à gauche, il est vectorisé et à droite, il est vraiment pixelisé. Ça, c'est vraiment important que ça soit vectoriel. Donc, une bonne image de marque visuelle, ça pourrait se résumer en 6 clés. Comme Kathleen a dit plus tôt, la constance, la cohérence, c'est le numéro 1, c'est tellement important. On veut qu'il y ait une uniformité à travers les déclinaisons, que ce soit à travers le virtuel, à travers l'imprimé, pour vos pubs Facebook, pour vos dépliants. Il faut vraiment qu'on sente que c'est vous. Que ce soit les typographies, les couleurs, le message, les images, les textures, on veut vous retrouver à travers ces visuels-là. Par exemple, Kathleen, avec les PowerPoint qu'elle a fait avant, ses couleurs de sa carte d'affaires, ses visuels sont souvent dans le jaune, dans le noir, puis avec des polices très droits. Et là, justement, dans son PowerPoint, on retrouve ça, on sait que c'est elle. Deuxième clé, il faut que ça soit attrayant, donc que ça soit attractif et mémorisable, que les gens se souviennent de vous. Troisième clé, encore là, la mission. Vous rappelez toujours c'est quoi votre mission de votre entreprise. Cinquième clé, je suis rendue à la 5e clé, que le rendu soit professionnel. Donc, pas juste avoir tu sais, c'est bien beau avoir un logo qui vous a coûté
très, très cher. Mais si vous ne mettez pas d'énergie autour pour vos autres visuels, que ce soit vos encarts, vos publicités Facebook, si vous faites ça sur Word et que ça a l'air d'un patchwork au final, bien, votre logo, même si vous avez payé super cher, il ne sortira pas, les gens ne seront pas attirés à aller vers vous. Sixième point, un bon positionnement. Donc, vous connaissiez votre clientèle ciblée. Le choix des polices et le visuel va aller dans la même direction que votre clientèle. Là, je suis rendue à mon cinquième point. Je suis désolée, je suis décalée. Mais bon positionnement, pensez à un complexe funéraire. Si le complexe funéraire avait des couleurs super jeunes et flash comme à Paul avec du rose, du vert, du jaune, puis avec des polices et un style super flyé, ben ça détonnerait beaucoup. On va plus garder ça terne, monotone, respectueux, intime, classique. Donc, on va dans la même direction que notre clientèle. Et sixième point, la clarté du message. Comme vous avez vu avec Kathleen plus tôt, il faut que le message soit clair dans votre visuel aussi. Je vais juste montrer. Donc, ici, c'est un rappel des points importants. Donc, déclinaison cohérente, visuel attrayant, la mission, rendu professionnel, le bon positionnement et la clarté du message. Okay. Donc, on va s'apprêter bientôt à être prêt on a regardé un peu c'était quoi un bon logo, une bonne image d'une marque visuelle. On est bientôt prêt à rencontrer un graphiste. Mais avant la rencontre avec le graphiste, il faut réfléchir un peu à ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On fait du shopping, en d'autres mots. Donc, on regarde ce qui nous parle au niveau des polices, des couleurs, des textures. Est-ce qu'il y a des logos de la compétition qu'on apprécie bien? Vous pouvez aller, si ça vous tente, vous pouvez aller sur des sites comme Pinterest puis Behance, puis il y en a plusieurs autres pour aller s'inspirer. Une fois que ça c'est fait, puis ça, si, exemple, vous avez moins envie de faire ça, vous n'avez pas nécessairement le temps, mais vous pouvez le faire aussi avec le graphiste en temps et lieu. Donc, vous vous apprêtez à rencontrer votre graphiste, mais avant, c'est important d'être bien préparé pour que le graphiste comprenne bien votre besoin. Parce que s'il ne comprend pas bien votre besoin, vous n'allez pas être nécessairement sur la même longueur d'onde et vous risquez d'être déçu. Donc, pour être bien préparé, c'est important, le travail que vous avez fait avec Kathleen, de bien connaître vos points de contact, l'ADN de votre entreprise, c'est quoi votre clientèle visée, c'est quoi ma mission. Après ça, une question que je pose tout le temps à mes clients qui veulent un logo, une image de marque, qu'est-ce que vous voulez dégager comme visuel? Qu'est-ce que vous voulez que votre client, comprenne? Est-ce qu'il y a des couleurs qui vous inspirent, des formes, des inspirations, des textures? Aimez-vous mieux l'abstrait, le figuratif? Donc, c'est toutes des questions à se poser. Même si vous n'avez pas de réponse là-dessus, posez-vous-les pour savoir vers où vous voulez vous diriger. Aussi, de se définir un budget, parce qu'un logo, ben, ça peut aller de 300 $ à 750 $. Donc, définissez-vous un budget, magasinez les portfolios des graphistes pour aller avec un graphiste qui vous interpelle, que vous aimez son travail. Mais comme je vous ai dit un peu plus haut, comme graphiste, je rappelle tout le temps l'importance à mes clients d'avoir un visuel unique. Donc, de ne pas aller sur des sites qui sont gratuits ou à faible coût parce que plusieurs personnes peuvent avoir le même logo. Puis, si les gens s'en rendent compte, mais ça manque de professionnalisme. À la fin, Alexis va vous distribuer un petit pamphlet avec des rappels de ces choses-là à penser. Là, c'est quoi, pour les mettre sur une feuille, si ça vous intéresse, avant de rencontrer un graphiste. Je vais vous montrer quelques exemples de clients avec qui on a partagé l'écran, qui m'ont arrivé avec un projet et qu'on a développé par la suite des propositions et un logo. Donc, pour les gens qui ont suivi le cours de lancement d'entreprise, un des étudiants hors de feu, il est arrivé, il voulait un logo, une charte graphique. Lui, il fait des fleurs en métal très artistiques pour soit les complexes funéraires ou pour les individus. Donc, c'est une fleur qui perdure à travers le temps.
Il voulait quelque chose d'artistique, de discret, une dualité, parce que lui, il fait du verre aussi et du fer. Donc, il voulait une dualité entre le feu et la glace. Donc, représentation de l'élégance, de la texture, du bois, du métal, de l'eau, le feu. Donc, voici les 4 propositions que je lui ai faites. Il a choisi la première. Ensuite, on a fait une charte graphique. Là, c'est juste un exemple, il y a 4 pages, mais d'habitude, il y en a plusieurs autres. Une charte graphique, c'est un peu le baluchon pour un entrepreneur, pour savoir un peu comment utiliser son logo pour son image de marque. Ça explique un peu comment utiliser son logo, des exemples de publicité qu'il pourrait faire, des images pour des textures, des fonds, des couleurs pour aller à l'arrière. En fait, c'est des conseils de comment utiliser, de comment pas utiliser, aussi les polices utiliser, les grosseurs, etc. Donc, voici la carte d'affaires que ça l'a donnée pour ce client-là. Deuxième client, Cidrerie Equinox, donc création de logo. C'était pour... il y avait déjà leur idée, il y avait déjà leur concept qui voulait un arbre qui était vraiment... qu'on sentait le changement de saison. Ils voulaient faire ressentir le côté familial, intime, la joie, le chaleureux. Donc, voici les 3 propositions que je leur ai faites. Ils ont choisi la première et ils voulaient un élément, dans le fond, un élément marquant de cette entreprise-là, c'est qu'ils voulaient une étampe pour faire sur du bois. Donc, que ce soit des sous-verres, que ce soit des tables. Donc, voilà le style d'étampe que ça peut donner quand on veut faire de la publicité. Oups, excusez. Je vous ai dit tantôt que je faisais du graphisme, de l'illustration, de la SWEF. Il voulait des étiquettes qui soient colorées, originales, jeunes, un peu comme... il s'inspirait beaucoup de la brasserie Denham, pour ceux, les amateurs de microbrasserie, qui est un peu flyée, très jeune. Donc, voici l'exemple du avant-après. J'y envoie à gauche le croquis. Et à droite, c'est le résultat final. MJA, service industriel, donc conception de logo, il voulait quelque chose de droite, comme il était en mécanique, puis en électricité, il voulait quelque chose de professionnel, c'est ça, comme pas trop de flafla, pas artistique. Donc, voici les 4 propositions que je lui ai faites. Il a choisi la dernière. Excusez-moi, j'ai de la misère avec le haut et le bas. Donc, voici. OK. Donc, on serait rendu à regarder ensemble les différentes sortes d'impressions qui s'offrent à vous pour sortir du lot. On connaît souvent les cartes d'affaires, pour faire de la promotion, on connaît souvent les cartes d'affaires justement en carton simple. Mais il y a plusieurs options aussi qui peuvent s'offrir à vous. Que ce soit au niveau des plastifications, donc il y a des plastifications, tu sais, qu'au toucher, ça crée des sensations avec le soft touch, par exemple. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est comme un effet velours, ça donne l'impression de la peau de bébé. C'est super chic, ça donne un effet vraiment professionnel et élégant. Sinon, ben, il y a toujours l'option excusez, la caméra est ici, du fini métallique. On peut jouer aussi avec l'épaisseur de la carte. Donc, il y a tellement de possibilités. Parlez-en à votre graphiste ou à votre imprimeur pour qu'il regarde c'est quoi les options, puis qu'est-ce qui s'identifierait bien à votre entreprise pour que ça aille avec le même mouvement que votre entreprise. Aussi, au niveau de la publicité, tout le monde connaît le dépliant, mais on peut aussi aller avec des choses comme l'encart. L'encart, ça va être pour mettre peu d'informations, mais on va attirer l'attention, on va aller chercher la curiosité. Donc, c'est assez rigide, ça se tient bien en main, c'est le fun dans les présentoirs ou dans une exposition.
Mais pour le dépliant, justement, ça va être quand on va vraiment vouloir aller mettre beaucoup d'informations, puis qu'on va vouloir aller mettre plus de texte pour aller informer le client. Sinon, il y a tellement d'options. Comme là, je vous ai déroulé un roll-up quand vous faites des expositions. Ça attire l'œil vers vous. C'est plus, ça a de l'ampleur. Il peut y avoir des affiches, des vitrines. Dans le fond, il y a tellement de possibilités au niveau des impressions, c'est de regarder c'est quoi votre budget puis qu'est-ce qui s'adapte à vous. Parce que les impressions, si je peux faire une analogie, en fait, c'est comme tu croises quelqu'un dans la rue. C'est quoi qui va t'attirer en premier chez cette personne-là? Ça va être vraiment comment elle va être habillée, son beau sourire, dans le fond, son enveloppe corporelle. Après ça, une fois que ça va t'avoir séduit puis que tu vas aller voir c'est qui, bien là, après ça, tu vas attirer l'attention avec c'est quoi sa mission, c'est sa personnalité, dans le fond, son intérieur. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions pour l'instant. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je veux peut-être mentionner une citation du PDG de Jaguar que j'avais déjà lue une fois, qui est super intéressante. Il disait « Si vous croyez qu'un bon design coûte cher, attendez de voir combien coûte un mauvais design. » Donc, l'impact sur vos ventes, l'impact sur l'expérience, l'image que vous pouvez envoyer pourrait faire très mal. Donc, coûte cher, ça veut dire quoi? Quand on regarde une image de marque, quand on la paye, on l'a pour 5, 10 ans. Et quand tantôt tu as parlé, Florence, de 350 à 750 $ pour faire un logo amorti sur 10 ans ou 5 ans, c'est pas grand-chose au bout de ligne. C'est la première impression que vous faites. Il faut garder ça en tête. Puis plus encore aussi, c'est quand on parle d'image de marque là-dedans, moi, ce que je retiens de tout ça aussi, c'est que la marque, c'est plus qu'un logo, c'est une stratégie. Et on l'a vu tout à l'heure avec Kathleen en début qui est arrivée avec toute la réflexion et après ça avec la création de Florence. Donc, c'est toute cette harmonie-là qui apporte l'impact dans la marque. Donc, c'était une petite intervention que je voulais faire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non? Donc, je pense que les filles, vous vouliez peut-être offrir quelque chose aujourd'hui à nos participants. Donc, on a deux prix. Kathleen offre 3 heures soit d'atelier de branding ou de branding créatif avec Bosque Marketing Entreprise, partenaire entreprise. Excuse-moi, j'ai comme... Bosque Partenaire Marketing. Et moi, j'offre la conception graphique de votre carte d'affaires ou d'un encart et l'impression de 250 cartes d'affaires ou encore à votre convenance de qu'est-ce que vous avez besoin. C'est un beau cadeau pour se partir. Effectivement, très beau cadeau. Merci les filles. Donc, super présentation. C'est agréable de faire une incursion dans l'univers de l'image de marque. Je pense qu'on pourra en parler encore longtemps. Il nous reste encore du temps, d'ailleurs, à l'atelier pour prendre les questions. Je sais que Nathalie avait une question aujourd'hui par rapport à... Elle demandait, est-ce qu'on peut ajouter la personnalité de la marque? Peut-être préciser, Nathalie, qu'est-ce que tu voulais dire, si tu veux juste ouvrir ton son pour préciser la question. En fait, c'était plus une affirmation. Quand on parle d'image de marque, je pense qu'on parle de personnalité d'une organisation. Puis j'aimais bien tantôt l'image de dire, c'est comme une personne, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, effectivement, chaque entreprise ne peut pas plaire à tout le monde. C'était plus ça. Effectivement. J'ai vu comme question, mais ça aurait pu être une affirmation. Ah, de personnalité, identité, c'est ça. C'est un peu des synonymes, mais oui, en effet, c'est très vrai ce que vous mentionnez. Ben Jeff Bezos d'Amazon disait que c'est un gut feeling qu'on a à propos d'une organisation. Et c'est de l'intangible, ce gut feeling-là, cette perception-là qu'on peut ressentir envers un produit ou un service. Donc, la période de questions est ouverte à tous et chacun. Est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'intervenir, préciser certaines choses, peut-être au niveau de la stratégie ou peut-être au volet de la créativité avec Florence? J'ai une question par rapport au nombre de l'entreprise. Est-ce que j'ai pu poser?
Oui, Rosemarini, tu peux y aller? Parce que là, en fait, je voulais ouvrir une entreprise qui va offrir des services au Brésil et au Canada. Donc, je me demande si le nom de l'entreprise devra être en français ou si je peux choisir quand même un nom dans une autre langue qui puisse être comprise partout. C'est ça que je me demande parce que j'ai déjà écouté qu'ici au Québec, c'est mieux de choisir un nom en français. Mais là, un nom en français, ça ne va pas marcher pour un autre pays. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Ben moi, ma question, ce serait, premièrement, c'est une entreprise de quoi? Tu sais, le fait que vous vendiez des choses au Brésil ou ici, c'est une chose, mais est-ce que ici, ça se trouve à être quelque chose qui est vendu qui est très exotique pour les gens d'ici? Si la réponse c'est oui, ça peut avoir un nom avec plus une tendance brésilienne parce que les gens d'emblée vont savoir qu'ils s'en vont dans une direction exotique. En fait, c'est une entreprise de communication. Je le banalise, mais c'est ça quand même. Et c'est tout dépendamment. Et ça serait la première question à laquelle je répondrais. La deuxième question à laquelle je répondrais, ça, pour moi, ça serait primordial, c'est que de respecter le court et attrayant du nom d'entreprise que je parlais tantôt, mais aussi qu'il soit facilement, qu'on puisse le dire facilement dans les deux langues. Ça serait super important. C'est comme, c'est un peu le même principe que les gens, une francophone qui se marie avec un anglophone. Souvent, ils vont essayer de trouver un nom qui va plaire tant du côté anglophone que du côté francophone. Mais là, c'est un peu le même principe. Ça peut être un mot qui est brésilien, mais qu'ici, excusez l'expression, mais on ne le maganera pas. Puis à l'inverse, même chose, s'il y a un nom francophone, mais qui est 2 syllabes, qui va dire aussi bien en brésilien. Mais ça serait mes 2 conseils, disons. OK. Est-ce que ça répond bien à votre question? Ça aide un peu à réfléchir, oui, oui. Ça aide, mais si vous en avez d'autres, en tout cas, gênez-vous pas. Puis si ça revient par la suite, écrivez-moi sur ma page, ça va me faire plaisir. En plus, ceux qui me connaissent savent que j'ai un petit penchant pour les cultures. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport autant à la stratégie qu'à la création de leur image de marque? J'aurais une question, moi. Oui, c'est Nathalie, je crois, hein, c'est ça? Oui, exactement. Je me demandais par rapport aux couleurs, je suis une personne qui aime beaucoup les couleurs. Je me demandais s'il y avait un nombre de couleurs minimal, je veux dire maximal plutôt, à ne pas dépasser. Et puis, je voulais savoir si, est-ce que mon local doit avoir les mêmes couleurs que sur ma carte? Donc, 2 questions dans une. Moi, je pense personnellement 3 couleurs maximum. Puis 3 couleurs, c'est vraiment le maximum. On essaie de se tenir à 2. Puis les couleurs de votre logo, de votre carte, c'est pas nécessairement obligé d'être dans votre local, mais il peut y avoir des petites touches qui représentent bien vos couleurs. Mais c'est pas obligé d'être ça, là. C'est ça. OK, parfait. Merci. Il y a une question aussi de Daniel. Daniel, est-ce que tu ouvrais ton micro tout simplement pour la poser? Ce serait plus simple, je crois. C'était au niveau des choses à éviter, je crois, que tu voulais savoir. Merci beaucoup. Donc, c'est pour savoir sinon des choses qu'on doit éviter lorsqu'on cherche une image, une marque. Quelles sont les choses qu'on doit éviter? C'est ça là que c'est. Je ne sais pas si je m'explique bien. Là. Ben non, je comprends. Là, d'emblée, comme ça, il n'y a pas tant de choses qui me viennent à l'esprit parce que là, je vous disais plus la direction à prendre et non pas la direction à ne pas prendre. Mais par contre, je vais le marteler encore, puis c'est super important. Puis comme je dis, ça m'arrive toujours de parler de ça avec mes clients. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Fait que, tu sais, refaites la boucle inverse, puis rappelez-vous tout le temps, OK, ma mission, c'est ça. Mon positionnement, c'est ça. Ma clientèle cible, c'est ça. Je vais dans cette direction-là tout le temps. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont merger et qui vont s'allier avec votre clientèle cible que vous n'auriez pas pensé. Ça fait toujours ça. Mais d'emblée, il faut que vous allez dans la direction de votre clientèle cible pour pas essayer de plaire à tout le monde. C'est mon conseil numéro 1. Puis, d'éviter, c'est ça, d'éviter de tirer tout à droite, à gauche. Tu sais, ça va vous permettre aussi que si vous faites ça,
dans votre entonnoir, bien, vous allez respecter d'aller dans la direction de votre clientèle cible, mais en plus, oh non, j'ai oublié ce que je veux dire. Ça, c'est tellement moi. Ah non, ah oui, c'est ça. On va garder vous vous rappelez, tantôt, je parlais de la constance, de la continuité. Mais si on tire à droite, à gauche, on ne sera pas capable d'avoir une constance. Les gens ne nous reconnaîtront pas. Donc, ce seraient mes deux conseils. Mais sinon, si j'ai d'autres choses qui me viennent à l'esprit, je trouverai le moyen de vous en faire part. Merci, Kathleen. Aurélie demande, avez-vous des trucs pour épurer un logo? Ma question, c'est est-ce que c'est un logo déjà existant ou un logo en voie de création? En création, donc, c'est vraiment se rappeler c'est quoi que je veux dégager et d'y aller à la base, là. Donc, c'est sûr que dans un logo, on peut soit jouer avec les typographies ou avec l'icône. Donc, de jouer avec d'y aller avec un mot simple et avoir une image, un visuel qu'on peut utiliser un peu partout sans le nom pour se rappeler de vous. Donc, vraiment, d'enlever le flafla, de garder toujours, de garder toujours c'est quoi l'essence du logo, qu'est-ce que je veux dégager. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai une question aussi au niveau de l'atelier de branding. Ça consiste à quoi un atelier de branding? Ben, ça dépend. Il y a personne qui en fait des pareils. Moi, dans le fond, je le fais d'une façon assez complète, puis je remets un document à la fin. Donc, mon atelier de branding, premièrement, je passe au moins un bon 2 heures avec mon client à explorer les territoires, ce que je vous ai parlé à la fin de tout. Donc, j'explore tous les territoires possibles. Après ça, j'amène différentes déclinaisons. Ensuite de ça, on essaie de faire excusez l'expression, des mix and match entre les déclinaisons. Comme tout à l'heure, je vous donne un exemple d'un numéro avec un outil, d'un numéro avec un élément essentiel. Et ça, tout ça, on décline. Suite à ça, j'apporte dans mon document, je mets des suites de mots qui, selon moi, me parlent. Parce que l'entrepreneur, n'oubliez pas une chose, souvent, vous êtes tellement dans votre truc, vous êtes tellement dans votre projet que pour vous, ça fait tellement de sens, mais que quand vous l'expliquez à quelqu'un, ça devient plus compliqué pour la personne de le comprendre. Donc, mon travail, c'est aussi de vulgariser tout ça. C'est un mot que je me plais à utiliser, mais c'est quand même ça mon travail. Donc, tu sais, des fois, de trouver des chaînes de mots, le slogan, tout ça. Fait que, tu sais, l'atelier de branding vous aide à bâtir votre nom d'entreprise, mais plein de trucs que vous allez pouvoir utiliser dans le futur. J'en ai fait un dernièrement à ma chère Renée, que je salue. Salut Renée! Puis c'est ça. Puis dans le fond, on a trouvé le nom d'entreprise, on a trouvé le slogan, on a trouvé des trilogies de mots qu'on va utiliser par la suite, que ce soit sur des encarts, que ce soit pour des publications Facebook. Et tu sais, finalement, il y a un travail de peut-être 4 heures qui est fait pour trouver le nom d'entreprise qui est primordial pour elle pour continuer à aller de l'avant. Mais ensuite de ça, c'est un beau document qui va vous servir toute votre vie, dans le fond, puis sur lequel elle peut continuer à gribouiller. Merci, Renée. Elle peut continuer à gribouiller et à rajouter certaines choses au besoin. Donc, en gros, grosso modo, pour ma part, un atelier de branding, ça ressemble à ça, l'atelier, puis le document qui vous est remis, qui vous sera utile à la fin. Ça répond à la question? Oui, merci. Puis question pour Florence, ça prend combien de temps à développer un logo, Florence? Ça dépend de chaque graphiste, mais ça peut prendre environ entre une semaine et un mois. Donc, comme je dis, ça dépend vraiment de chaque graphiste. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Oui, je voulais savoir, est-ce que le logo, finalement, il peut être évolutif en même temps que notre entreprise? Est-ce qu'il peut évoluer? Est-ce qu'on peut y ajouter quelque chose ou si on vient de faire notre image? Comment on peut insérer dans notre logo un nouveau volet que prendra notre entreprise? Comprenez-vous ma question? Oui. En fait, le logo, il peut. On conseille aux entreprises d'évoluer leur logo à chaque, je pense, 10 ans, si je ne me trompe pas, Alexis.
environ. Donc, mais il faut quand même qu'on garde l'essence du logo. Il faut qu'on comprenne que c'est à vous, que c'est représentatif de votre entreprise. Mais on peut toujours le peaufiner, l'améliorer, ajouter certains volets là, au logo. OK, parfait. Moi, Merci. c'est quelque chose à rajouter, par exemple. Oui. C'est, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans la construction de l'identité de la marque, de votre image de marque, vous prenez vos assises et vous partez avec ça. Si vous ajoutez un volet à votre entreprise, un nouveau service, quelque chose de différent, vos assises, ils ne changent pas. Ils ne changeront jamais. Fait que théoriquement, ça ne devrait pas changer, ça. Même si vous rajoutez quelque chose à droite à gauche. Mais par contre, rien n'empêche d'avoir un logo que vous allez changer votre image. Mais l'image, je parle juste l'image, le visuel. Un peu comme l'a fait Apple. Avant, c'était Mac, c'est la petite pomme colorée. Après ça, c'est devenu la pomme plus moderne, plus épurée, aux tendances du jour. Mais selon moi, si vous rajoutez quelque chose dans votre entreprise, votre logo ne devrait pas changer parce qu'oubliez pas, les gens, vous allez avoir travaillé pour la constance, la continuité, pour que les gens se reconnaissent dans votre parcours entrepreneurial. Puis si vous changez ça, bien, il y a une certaine partie qui va être à recommencer. OK. Parfait. Merci beaucoup de la réponse. Merci. Je me permettrais même de rajouter, pas changer, mais évoluer, parce que la marque est vivante. Donc, c'est sûr que la marque est en constante évolution. Mais effectivement, changer, c'est important. Évoluer, par contre, graduellement, effectivement, c'est ce que la marque va avoir dans son parcours de vie. C'est sur ces quelques mots que nous terminons notre première édition d'Entrepreneuriat Lévis en ligne. Merci à vous tous pour votre participation et on se revoit très bientôt.